deux thèmes qui vont être développés aujourd'hui. Le premier qui est plus un thème pour les personnes hors de l'arbitrage, pour expliquer un peu la formation et tout ça au niveau des jeunes, ce qu'on fait maintenant, qui va être donné par Martin Magnon. Et un deuxième colloque qui sera donné par Bruno Geller sur la relation avec les coachs et les entraîneurs. On va commencer tout de suite, on ne va pas perdre de temps, et j'espère que ce sera sympathique et que ça nous servira à quelque chose. Voilà, donc bonjour à tous. Donc, comme on l'a dit, je parle de la formation des arbitres, des jeunes arbitres et des moyens didactiques qu'on met en place pour former ces arbitres. Alors ici, vous voyez un petit peu ce que je vais discuter aujourd'hui. Donc d'abord, être arbitre, c'est qui, comment devenir arbitre, les aides mises en place pour progresser, l'école d'arbitrage qu'on met en place ici sur la province de Liège, le parcours que l'on peut effectuer en tant qu'arbitre, les avantages d'être arbitre et pourquoi choisir le basketball comme discipline. Alors tout d'abord, qui peut devenir arbitre? Il suffit d'être passionné de basketball, avoir l'envie bien entendu de faire respecter les règles, quelle que soit la discipline bien entendu, avoir l'envie de prendre des responsabilités, parce que être arbitre c'est pouvoir prendre des responsabilités, être âgé de 13 ans minimum et être motivé. En gros, si je résume un petit peu la diade, être arbitre c'est destiné à tout le monde qui souhaite, il n'y a pas de restriction particulière. Devenir arbitre, comment est-ce qu'on peut devenir arbitre de basketball? Donc, évidemment, il y a une formation initiale pour devenir arbitre, qui est constituée de 3 niveaux en basket, le niveau A, le niveau 2 et le niveau 3, que je vais détailler maintenant un peu plus longuement. Donc, premier niveau, c'est 6 heures de cours principalement théoriques. On peut commencer à s'inscrire dans ce niveau dès 13 ans. Il faut savoir que toute la formation pour devenir arbitre en basketball est entièrement gratuite. Donc, dès 13 ans, on peut suivre la formation niveau A, 6 heures de cours, dispensée dans les différentes provinces. Alors, au niveau de cette formation, on aborde principalement les règles générales du basketball, des règles plus spécifiques aux petits panneaux, puisqu'il faut savoir que dans les catégories jeunes, les règles sont légèrement différentes, petites ajustements, etc. Le placement et le déplacement également sur le terrain de manière assez générale, donc c'est une formation relativement générale, et les 4 règles essentielles pour débuter donc, sur le terrain, sur le marché, les sorties, les violations de dribble et les contacts. Évidemment, après cette formation, on va aller observer l'arbitre dans son club, parce que cette formation permet aux jeunes arbitres d'arbitrer dans son club. Les matchs qu'ils souhaitent faire, les matchs de jeunes, il n'y a pas spécialement d'arbitre. Il n'est pas convoqué par une personne extérieure. Donc c'est lui qui décide avec son club quand il souhaite arbitrer les matchs qu'il souhaite arbitrer. Donc le match, il n'y a pas d'arbitre. Bien entendu, dans ces matchs, on va essayer d'aller observer, puisque cette pratique est très importante pour la formation du jeune. Les cours de ce niveau sont dispensés 2 à 3 fois par an en fonction des demandes des arbitres et ils sont dispensés dans chaque province, c'est un niveau. Donc ça c'est pour le niveau 1. Ensuite on a le niveau 2, bien entendu il faudra accomplir le niveau 1 pour passer au niveau suivant. Le niveau 2, on peut s'inscrire au niveau 2, donc quand on arrive au niveau A, dès qu'on a 14 ans, le niveau 2 c'est 8 heures de cours et ça va permettre d'aller arbitrer des jeunes, mais plus uniquement dans son club, mais dans tous les clubs de la province. Et à ce moment-là, on est convoqué par une personne, un convocateur au niveau de la province, qui va nous désigner pour certaines rencontres de jeunes hors de son club. Ici, les thèmes abordés, ça va être un petit peu plus précis, donc remplir et contrôler la feuille, donc un peu d'administratif. On va revoir un petit peu plus les violations, les violations générales des dribbles, etc., du marché, les règles de temps également, 24 secondes, et les fautes et les contacts, qu'on aborde également plus en profondeur, la signalisation, comment se faire comprendre par un coach, par les joueurs, mais également par la table, donc faire comprendre son arbitrage. Et alors, ici, on va commencer l'arbitrage à 2, et on va voir donc, cette mécanique d'arbitrage qui est différente, bien entendu, de l'arbitrage individuel. Toujours la pratique importante, donc on va suivre le jeune sur le terrain, et on verra tout à l'heure comment on peut suivre ce jeune donc, sur le terrain. Ces cours sont dispensés au niveau 2 également 2 à 3 fois par an et toujours dans les différentes provinces. Le niveau 3, même chose, on a accompli le niveau 2, on peut s'inscrire au niveau 3 dès qu'on a 16 ans.
le niveau 3 qui permettra d'accéder, après 8 heures de cours, aux divisions seniors. Évidemment, on peut continuer à arbitrer en jeune, mais toujours convoqué par désigné par un convocateur, et on pourra arbitrer en P4, en P3, puis si on a les capacités, et on doit tout aller en P2. Ici, on voit bien entendu, on va revoir toutes les matières qu'on a vues au niveau 1 et 2 en les approfondissant. On va aborder un petit peu la psychologie de l'arbitrage. C'est très important, c'est bien de connaître le règlement, mais il faut pouvoir aussi l'appliquer de manière correcte et non-violence aussi. Les systèmes de jeu, voir un petit peu comment ça se passe, des forces des forces humaines, etc., pour un peu mieux comprendre l'arbitrage. La mécanique à deux, on insiste encore plus sur cette mécanique pour être bien placé sur le terrain, parce qu'être bien placé sur le terrain, ça permettra de bien arbitrer. Et on aborde également les situations plus spéciales comme le goaltending et les erreurs techniques. L'expérience du terrain est encore plus importante, étant donné qu'à partir de ce niveau 3, l'arbitre va être confronté à des seniors, donc à des hommes, des femmes, donc qui seront encore plus exigeants que des jeunes sur le terrain. Donc ici, il faut vraiment encore plus d'expérience et suivre encore mieux les arbitres avant de les lancer, aller dans la fosse au niveau. Au niveau ce niveau 3, les cours sont dispensés en août et en décembre, et généralement on regroupe les provinces pour faire un seul niveau 3, la province. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir aider ces jeunes arbitres à progresser? Quelles sont les méthodes pour faire progresser les arbitres? D'abord, il y a les formateurs qui sont à l'écoute, quel que soit le niveau, des plus jeunes, provinciales, qui sont régionales, nationales, et etc. Donc, les formateurs qui sont là, il ne faut pas hésiter à les contacter. Et eux vont venir également suivre évidemment les arbitres. Un suivi dans la formation, surtout avec les jeunes recrues, mais je vais venir après sur les moyens vraiment pour aider les arbitres, plus en détail. Des colloques 2 à 3 fois par an, voire plus. On essaye d'avoir un maximum de colloques. Maintenant, chaque colloque, c'est un déplacement des arbitres, etc. Donc, ce n'est pas toujours évident à organiser. Un arbitrage en équipe, puisqu'il faut savoir que depuis quelques années, on essaye vraiment que l'arbitrage soit toujours effectué à deux. Avant, on commençait assez longuement jeune, tout seul sur le terrain. Maintenant, on essaie que les arbitres soient toujours à deux. Et évidemment, plus on va monter, plus c'est possible. On va essayer d'avoir un arbitre jeune avec un collègue qui a un peu plus d'expérience. On ne peut pas mettre deux vraiment tout jeunes ensemble dans un match difficile. Donc là, c'est quand même un avantage d'être à deux, c'est qu'on peut être soutenu par son collègue si jamais on était dans un jour un peu difficile. Les approches didactiques variées, je vais venir juste après là-dessus, plus en détail. L'école d'arbitrage également, j'expliquerai. Donc ici, sur la province de Liège, on a créé une école d'arbitrage pour assurer un suivi des jeunes recrues. Alors ici, je vais donc expliquer les différentes approches didactiques variées. D'abord, ce dia, je les ai reprises. Donc on a le coaching sur le terrain pour la compétition. Je vais les aborder chaque fois en détail juste après. L'accompagnement en bord terrain lors de stage, analyse visualisation, réflexion sur des situations en groupe, utilisation de l'oreille, donc récemment lors de matchs de formation, les visionnements bien entendu des formations et les auto-évaluations de ses propres prestations. Alors, pour revenir sur le premier point, le coaching sur le terrain pendant la compétition. Donc, comment est-ce que ça se passe? Les jeunes arbitres, on va essayer d'envoyer un formateur qui va aller voir ces jeunes arbitres, les accompagner donc, lors de leur rencontre, dans des matchs de jeunes. Et ils vont intervenir sur temps mort, au quart-temps, à la mi-temps et bien entendu à la fin du match pour essayer de corriger les erreurs des arbitres, de leur donner des conseils directement applicables sur le terrain et pour qu'ils puissent directement, après ce temps mort ou après cette interruption au quart-temps, les appliquer pour la suite de la rencontre. Donc ça, c'est la première méthode pour aider les arbitres à progresser. Deuxième méthode, un accompagnement en bord terrain, donc lors de stage, lors de matchs amicaux organisés spécialement pour la formation des arbitres. Donc on réalise 2 ou 3 matchs d'affilée, on convoque 8 ou plus d'arbitres qui vont arbitrer un quart-temps, voire 2 quart-temps. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On va placer des formateurs en ligne de fond, d'accord? En fonction du nombre de formateurs, on pourrait également mettre sur les lignes latérales, de manière à tout de suite, pendant la rencontre, intervenir auprès de l'arbitre et lui dire attention, là il faut que tu te déplaces un peu plus vers la droite, que tu passes par exemple l'anneau pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc intervenir vraiment sur le placement, plus que sur les critères. Bien entendu, quand on réalise ce genre de stage, le formateur ne va pas crier « et c'est ta faute », ça n'a pas de sens. Donc ici, c'est vraiment intervenir sur le placement, sur la communication entre les deux arbitres et ce genre de choses.
mais il ne faut pas non plus décrédibiliser complètement l'arbitre par rapport aux joueurs qui se trouvent sur le terrain. Ça ne sert à rien d'intervenir de manière abusive non plus. Donc ça, c'est une deuxième méthode de travailler pour faire progresser les arbitres. L'objectif étant évidemment de travailler en mécanique, donc le placement en priorité. Une autre approche, c'est l'analyse vidéo des prestations. Il faut savoir que lors de ces stages, les mêmes stages où on place les formateurs en ligne de front et ligne latérale, donc aux abords du terrain, on filme les rencontres et juste après la prestation des arbitres, on va aller dans un vestiaire ou dans un local à côté avec un formateur qui a vu la rencontre et on va revoir le carton sur un écran comme on a ici avec les deux arbitres pour demander aux arbitres quels sont leurs ressentis, ce qu'ils pensent de leur prestation et pour leur montrer vraiment directement noir sur blanc où ils étaient placés, comment ils étaient placés, est-ce que c'était bien, pas bien, donc montrer les points positifs, les points améliorés évidemment, parce qu'il n'y a rien tel que se revoir donc, pour pouvoir progresser. Donc là, on va avoir une discussion avec le formateur et les deux arbitres pour évoluer et voir vraiment ce qui s'est passé pour la rencontre. On pourra parler à ce moment-là, parce qu'on n'est plus directement sur le terrain, des critères, donc des contacts, est-ce qu'il y a eu des contacts qui n'ont pas été sanctionnés, pourquoi? Est-ce qu'on devait les sanctionner? À l'inverse, est-ce qu'il y a des contacts sanctionnés qui ne devaient pas, ou des violations? Donc là, à ce moment-là, on pourra intervenir à ce niveau-là, contrairement à ce qu'on en fait sur le terrain direct. Ça permettra évidemment de détecter tout de suite les points prioritaires à travailler, que ce soit pour le carton suivant qu'on va arbitrer, pour la suite, donc dans leur arbitrage. Autre type d'approche, c'est une réflexion sur des situations en groupe. Ça veut dire que là, lors de colloques ou de réunions entre arbitres, on va faire visionner des vidéos par groupe d'arbitres, donc on se place 4-5 arbitres ensemble, et on va réfléchir à différentes situations que l'on visionne sur un ordinateur ou sur un écran si tout le monde voit exactement les mêmes vidéos. On va discuter de ces vidéos, de ces situations par petits groupes, et ensuite, une fois qu'on trouve un consensus, on va revenir dessus avec l'ensemble des arbitres et donner les bonnes réponses, discuter des cas, parce que parfois il n'y a pas vraiment deux bonnes réponses, mais il faut pouvoir se justifier et appliquer donc, tous les critères de connaissance du règlement. Donc mise en commun, réflexion et réfléchir à tout ça. Autre type de méthode pour faire progresser les arbitres, on l'a testé ici récemment sur la province de Liège, et je vais avoir la confirmation donc, par Michel que normalement on devrait investir dans ce type de matériel pour le futur, donc pour tout la UBB. Si on avait testé, c'est du matériel qui était prêté par l'Université de Liège. Donc c'était une oreillette que l'on plaçait directement sur les deux arbitres placés sur le terrain, pour avoir une approche plus moderne et plus discrète que celle que j'expliquais tout à l'heure avec les formateurs en bord terrain. Donc cette intervention permet d'avoir deux formateurs placés sur le bord du terrain. Chaque formateur parle directement à un arbitre, donc à un seul arbitre, on a un formateur A qui parle à un arbitre, le formateur 2 à l'autre arbitre. Les arbitres disposent juste d'un petit appareil placé au niveau de la ceinture et d'une oreillette, ce qui permet au formateur d'intervenir directement et discrètement au niveau des critères, enfin, au niveau des corrections qu'on peut apporter au niveau de l'arbitre. De la même manière que tout à l'heure, ici l'intervention se fera principalement sur le placement, sur la communication avec son collègue, sur la communication avec les officiels, la table, les coachs, la signalisation également, mais on essaie de ne pas intervenir au niveau des critères. Comme je le disais tout à l'heure, ça ne sert à rien que le formateur dise attention, là il y a des fautes, ça va plus perturber l'arbitre qu'autre chose. Donc c'est vraiment intervenir sur le placement, parce que le placement est hyper important dans l'arbitrage. Si on est bien placé, on a 200 fois plus de chances de siffler correctement que si on est mal placé. La communication, parce qu'il ne faut pas oublier que l'arbitrage c'est un travail d'équipe, que ce soit à 2 ou à 3. La signalisation, pour bien se faire comprendre. Donc si l'arbitre effectue une signalisation qui est incorrecte, ben là on pourra dire attention, là par exemple tu as fait ceci ou cela, parce qu'on a un peu plus de temps pour la signalisation. Donc pas intervenir au niveau des critères, tout ça, on garde les critères pour la vidéo. Parce qu'on peut combiner également ce type de formation avec directement après la formation vidéo au vestiaire pour intervenir à d'autres niveaux. Pour l'instant, on a fait cette formation une seule fois avec des jeunes arbitres qui débutaient. Ça a très bien fonctionné
et on va le faire prochainement avec des arbitres plus expérimentés pour voir un petit peu dans quelle mesure ça fonctionne également. Et je pense que la mécanique, la communication, la signalisation, etc., ça se travaille tout le temps. Il n'y a jamais un arbitre qui a une mécanique, une communication et une signalisation parfaite. Autre type d'intervention pour faire progresser les arbitres, plus simplement, on va dire, les visionnements et les formations classiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir un formateur qui est présent en bord terrain, qui va regarder la rencontre et prendre des notes sur les différents faits qui se sont passés pendant la rencontre, les différentes interventions des arbitres, et qui va pouvoir conseiller et discuter avec les arbitres après la rencontre, et non plus directement pendant la rencontre, après la rencontre, au vestiaire, donc intervenir, discuter de différentes situations, l'application des critères, au niveau des violations, etc. Donc là, c'est ce qui se fait le plus couramment et dans toutes les divisions. Et généralement, ce sont des arbitres plus expérimentés ou des anciens arbitres qui vont effectuer ce genre de formation. Et enfin, dernière méthode pour apprendre, pour faire progresser les arbitres, l'auto-évaluation de ses propres prestations. Donc, c'est-à-dire que là, on va demander aux arbitres de se faire filmer pendant des rencontres qu'ils vont arbitrer et de regarder leurs propres prestations donc sur leur TV chez eux ou sur leur ordinateur, d'analyser leurs propres prestations, de faire leur propre rapport de visionnement, donc, quels étaient les points positifs et négatifs qu'ils ont pu observer sur leurs prestations, sur leurs vidéos, de renvoyer ce rapport et de manière à avoir donc une réflexion, une autorisation importante, puisque c'est vraiment ça qui est très important pour progresser, c'est pouvoir réfléchir et se remettre en question. Ce type de pratique est effectué à tous les niveaux, puisqu'on essaye ici de l'appliquer en provincial avec des jeunes à l'école d'arbitrage, on verra juste après. Et il faut savoir, par exemple, que cette année, quand je suis sur Division A, on doit faire la même chose pour progresser, regarder ses prestations, les analyser, pouvoir se remettre en question et voir quels sont les points négatifs, les points positifs sur lesquels on doit travailler. Donc, je pense que c'est vraiment une approche très importante pour la progression. Évidemment, ce type d'approche, on peut le faire seul chez soi avec sa vidéo. On peut également le faire, ce qu'on fait avec les jeunes. On leur demande une contact entre le formateur pour revoir cette vidéo une deuxième fois avec eux et pour pouvoir analyser la vidéo une nouvelle fois avec eux. Ou, si on n'a pas la possibilité de voir la vidéo une deuxième fois, au moins qu'ils envoient le rapport avec différents moments de la rencontre où ils se posent des questions et comme ça on va pouvoir discuter avec eux de ces situations. Voilà, maintenant je vais parler un petit peu de l'école d'arbitrage qu'on a mis en place ici à Liège. Je pense qu'il y a aussi une école féminine, Michel, je ne sais pas si je suis peut-être un mot après. Donc l'école d'arbitrage qu'on a mis en place à Liège, ce sont pour les arbitres, c'est une école qui est mise en place pour les arbitres motivés, disponibles, qui ont quand même une certaine perspective d'avenir et qui sont bien entendu respectueux des règles officielles, ça va de soi. Pour l'instant, elle est composée d'une vingtaine d'arbitres. L'objectif étant d'avoir un suivi des arbitres, on essaie de mettre en place une réunion tous les 2 mois. Je vois 2-3 formateurs de cette école d'arbitrage ici. Donc, on essaie d'avoir un encadrement de qualité, surtout avec des arbitres actifs de plus haut niveau. Et tout ce qu'on va faire à l'école d'arbitrage a un aspect formatif. Donc, ça ne va pas avoir un impact direct sur le fait que l'arbitre va changer de catégorie ou quoi. Donc c'est vraiment pour le former, bien entendu, ça aura un impact indirect là-dessus. Formation théorique, que ce soit parler du règlement, des différents critères, analyser des vidéos, faire des tests écrits, comme on voit par exemple ici, ou discuter après des erreurs, des interrogations des arbitres. Évidemment, cet aspect formatif, quand on a la possibilité, c'est aussi de travailler au niveau physique, donc effectuer des entraînements physiques comme on voit ici, faire des tests physiques également pour préparer les arbitres aux futurs tests physiques qu'ils auront à passer. Mais donc ça reste un aspect formatif. Il faut savoir que le physique est quand même hyper important, que la demande physique des arbitres est importante, et il faut également se dire que les arbitres ne s'entraînent pas pendant la semaine. Les joueurs s'entraînent tout le temps, ils sont en super forme. Pourquoi les arbitres ne devraient pas être en super forme? En plus, souvent, on est plus âgé que les joueurs, on ne s'entraîne pas, on récupère moins bien, donc on est moins en forme. On récupère moins bien, on est moins bien placé sur le terrain, moins bien la boucle est bouclée, moins bien placé, moins bon arbitrage.
Donc ça reste vraiment hyper important, le physique pour un arbitre également. Alors pourquoi avoir mis en place cette école d'arbitrage? Évidemment pour avoir un entraînement, un travail le plus régulier possible avec les arbitres, même si bien entendu c'est pas encore assez, pour pouvoir les maintenir à leur niveau et si possible bien entendu les faire progresser, c'est quand même le but. Pouvoir les faire se remettre en question et s'entraîner et travailler tout comme les joueurs et le coach. Moi, je travaille ici à l'Université de Liège et ma collègue, elle est conseillère pédagogique pour la formation des entraîneurs pour la DEPS. Et une réflexion qu'on a souvent, c'est qu'elle me dit, elle ne comprend pas, en tant que conseillère pédagogique pour les entraîneurs, ne comprend pas que les entraîneurs, les joueurs, ils ont 2, 3 ou 4 entraînements par semaine pour aller effectuer leur match le week-end. Et elle se dit, pourquoi est-ce que les arbitres, finalement, ils ne s'entraînent pas? Ils arrivent comme ça le week-end, un peu comme un cheveu dans la soupe. Donc c'est pas faux quelque part. Il y a du vrai, il y a du moins bon, mais je pense que c'est à ça qu'il faut essayer d'en venir, à travailler beaucoup régulièrement avec les arbitres également, pour qu'ils se maintiennent à leur niveau, pour qu'ils progressent et qu'ils soient prêts lors de leur rencontre. Alors, quel parcours est-ce qu'on peut avoir quand on devient arbitre de basketball? Donc, je vous ai parlé de la formation initiale avec le niveau A, qui permet d'arbitrer en jeune dans son club. Ensuite, on a le niveau 2 qui permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'arbitrer en jeune dans les autres clubs désignés par le convocateur. Le niveau 3 qui permet d'accéder aux divisions seniors provinciales. Ensuite, on arrive plus dans des formations continues, parce que maintenant on est déjà arbitre en senior. Et donc, grâce au visionnement et aux formations qu'on va avoir sur le terrain, et grâce au classement qu'on aura à la fin de la saison, on va pouvoir progresser et monter de division en division, qui sont surtout en première provinciale. On continue pour arriver en régional, où là c'est toujours le classement provincial qui est important pour proposer candidat régional. Pour devenir arbitre en régional, on va suivre un stage généralement qui est de 2 jours, parfois 3 jours. Donc un stage interprovince pour tous les arbitres candidats pour le régional, où on va aborder des aspects physiques et théoriques également pour devenir donc arbitre régional. De la même manière, une fois qu'on est arbitre régional, en fonction de son classement, de ses visionnements, on va pouvoir progresser et devenir arbitre de national 3, de national 2. Bien entendu, ici je mets chaque fois en vert la division pour moi l'arbitre, mais on va quand même arbitrer dans les divisions inférieures également. Et enfin, la dernière division au niveau belge, la national 1, donc les League. Même chose, c'est grâce au visionnement et au classement de l'arbitre que l'on peut évoluer, progresser et accéder au niveau supérieur. Parfois, il y a également des stages pour arriver en première division. Et par la suite, peut-être arriver au niveau international. Là, je laisserai Bruno nous en parler si vous souhaitez. Voilà donc un aperçu des différents niveaux, des différents types de formation, avec évidemment la base importante de la formation initiale, qui est 3 niveaux. Alors, être arbitre, quels sont les avantages? Les avantages sont quand même relativement nombreux, je pense. Rester en contact, bien entendu, avec le sport que l'on a pratiqué ou qu'on n'a pas pratiqué, mais que l'on apprécie. Pratiquer une activité sportive, je veux dire de rien, c'est comme une activité sportive. Construire une véritable carrière de sportif, d'arbitre de haut niveau. Être reconnu et respecté des licenciés des clubs. Apprendre à garder son sang-froid en circonstances. Apprendre à vaincre sa timidité, évidemment. Apprendre à canaliser son agressivité également, rester calme. Apprendre à manager, que ce soit les équipes, les coachs. Apprendre à s'exprimer en public, apprendre à se construire une personnalité face aux réflexions, parce que ça, on ne va pas nier, fatalement, pour une arbitre, on a des réflexions qui fusent un peu dans tous les sens. Entrer, il faut quand même rester terre à terre aussi, entrer gratuitement dans toutes les salles, les APAP, les League, donc on peut assister à toutes les rencontres. Prendre des responsabilités dans les commissions de formation, si on souhaite, après avoir été formé, on peut aider également la formation. Recevoir une indemnité financière à chaque prestation et bénéficier davantage au sein de son propre club, c'est-à-dire parfois une diminution de la cotisation si on est également sinon encore joueur, ou le club peut participer financièrement à l'achat des vêtements et de la tenue de l'arbitre. Et pourquoi être arbitre en basketball? Je pense que le principal avantage du basketball, c'est
tout simplement pour la passion du ballon orange, d'accord. Même si j'ai pu mettre avec un étudiant en évidence différents points positifs du basket par rapport aux autres fédérations. Parce qu'on a réalisé cette année une analyse dans 5 fédérations, à savoir donc 5 fédérations de sport collectif d'interpénétration, donc où l'arbitre est sur le terrain, où il y a des contacts entre les équipes. On a réalisé cette étude en basket, en handball, en hockey, en football et en rugby. Il faut savoir qu'en basket, la formation est entièrement gratuite, ce qui n'est pas le cas. Je ne dis pas que les 4 autres sont payantes, mais il y a des fédérations où c'est payant. Mon objectif n'est pas ici de pouvoir dire que une fédération où c'est payant, mais ce n'est pas le cas partout. En basketball, c'est la seule fédération qui propose une formation par niveau, comme on l'a vu tout à l'heure, niveau 1, niveau 2, niveau 3, ce qui va permettre une progression pas trop rapide, mais surtout avec des aspects pratiques niveau par niveau, on ne peut pas lancer directement l'arbitre sur le terrain à travers un bloc de formation, donc une formation par niveau. La qualité du suivi, notamment par exemple, je parlais avec l'école d'arbitrage, ou avec les différentes méthodes qu'on essaie de mettre en évidence. Il faut savoir qu'une seule des autres fédérations propose ce système d'entraînement, donc je ne vais pas non plus le citer spécialement. Et puis aussi pour le nombre important d'affiliés, il faut savoir que c'est quand même la deuxième plus grosse fédération dans les 5 ici. Donc ça veut dire qu'on a quand même une base importante, on a des formateurs quand même qui sont là depuis un certain temps, on a quand même quelque chose de conséquent. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Si vous n'êtes pas encore arbitre, ça me fait d'arbitre dans votre progression. Et je n'ai pas d'autre chose spécialement à ajouter, donc je vous écoute si vous avez des questions ou remarques éventuelles pour que ce soit progressé dans votre système. Quoi que ce soit. Ou si je n'ai pas été clair sur un point ou un autre. Juste remarquer que tu n'as pas l'obligation d'auto-évaluer effectivement. Non, non, je n'ai pas l'obligation, mais c'est ton application dans le programme qui fait la réussite personnelle. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, mais je pense que j'ai bien fait comprendre ici que je souhaitais le faire, que c'était important de le faire. Dans mon discours, je pense quand même l'avoir fait comprendre ici. Ce n'est pas une obligation. Non, mais je vais assister là-dessus. Je pense que c'est l'avenir. S'auto-évaluer, c'est la meilleure des choses parce qu'on va. En plus, c'est s'éduquer à la solitude pour l'arbitrage, tout ça. Donc, on n'est pas critique avec soi-même, évidemment, on a un peu du mal à progresser dans sa activité. Mais si on se sent obligé, la meilleure manière de ne pas faire quelque chose, c'est d'être obligé à faire. Donc, je pense que c'est la démarche volontaire. Voilà, tout à fait. Voilà. Je crois que tu es tout à fait favorable à ce genre de démarche. L'autocritique fait partie véritablement de l'arbitrage aussi. Sinon, si on pense toujours qu'on a toujours raison, c'est pas tout à fait ça. Si on pense qu'on a toujours raison, il faut pas. Effectivement, par rapport à la présentation, dans d'autres programmes, il existe aussi un niveau 3 adapté. Donc, ce qui veut dire qu'on passe directement en fonction de son passé, le joueur, bien d'ancien arbitre, on fait un niveau 3 adapté qui est en bas d'une heure, je crois. Et donc, ça permet d'arbitrer directement. Il faut avoir au minimum 16 ans pour pouvoir faire cette formation. Et puis, au bout de ces 21 heures, on est arbitre de niveau 3 parce qu'il n'est pas toujours simple d'avoir utilisé des bons mots avec des jeunes arbitres. Quand on est avec des plus âgés, ils ont tendance à plus comprendre les règlements des jeunes. C'est pas toujours le cas, c'est pas une généralité. Mais c'est quand même parfois plus intéressant d'avoir une formation aussi niveau 3 qui permet d'arriver directement à un arbitre de deuxième formation au bout de 21 heures. Mais avec un passé derrière soi. Vous avez parlé tout à l'heure de la condition physique des arbitres. Qu'est-ce que vous pouvez commenter de faire justement améliorer cette condition physique? Parce que je prends mal un jeune arbitre aller s'amuser une fois ou deux par semaine à faire 3 fois toute la tête sur les autres pour améliorer sa condition physique. Un entraînement physique au sein d'un groupe même préférable. Ce serait préférable, et c'est ce que je disais tout à l'heure, donc ce serait l'idéal d'arriver à des entraînements plus fréquents, que justement les arbitres ne soient pas seuls dans leur entraînement. Maintenant, évidemment, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, ces entraînements sont relativement pas rares, mais peu fréquents. Donc, il faut pouvoir se tenir pour être arbitre, il faut avoir une condition quand même
générale correcte. Et il faut avoir, c'est un peu la même chose que les auto-évaluations tout à l'heure, il faut avoir envie de le faire. Et pour avoir une condition normale correcte, il faut avoir envie de le faire aussi. Malheureusement, s'il faut aller faire le tour de pâté de maison ou faire d'autres activités, il faut dire que pour avoir une condition correcte, ce n'est pas uniquement courir, ça peut être faire d'autres disciplines sportives, ça peut être faire du tennis, du squash ou n'importe quoi avec un ami. Donc travailler sa condition générale, sa réactivité, etc. Mais voilà, pour l'instant, c'est clair qu'il n'y a pas d'entraînement très fréquent. Ce serait un objectif. Si mes renseignements sont exacts, au niveau provincial en tout cas, au niveau du football, ils réunissent quand même, ici avec l'école d'arbitrage, des jeunes arbitres prometteurs pour aller faire des entraînements physiques. Oui, tout à fait. À beaucoup, ils vont faire dans une salle ou l'autre. C'est ce que je disais en fait ici tout à l'heure. Donc je ne voulais pas que ce soit négativement ou positivement montrer une autre fédération. En effet, c'est en football qu'il y a aussi un système d'école d'arbitrage où les arbitres ont la possibilité de s'entraîner plusieurs fois par semaine. Donc, et c'est réalisé à différentes bases. Je pense que ça serait pas mal d'y arriver en basket. C'est plus facile à dire qu'à faire malheureusement. Et souvent, il y a le manque de formateurs et d'encadrants, mais aussi le manque de volonté des arbitres à souligner. Ça, c'est un autre aspect important. Je pense que si tous les arbitres, un certain nombre d'arbitres étaient demandeurs, ce serait beaucoup plus facile à mettre en place. Il y a aussi un autre aspect, il y a aussi des arbitres qui jouent encore. Donc c'est peut-être aussi un moyen de se maintenir en condition. Maintenant, je sais que c'est un peu en contradiction avec certains ressorts dans certaines provinces, mais il y a des moments où on peut encore jouer, on peut encore pratiquer un sport, et ça permet de se maintenir en condition. C'est pas interdit, je ne pense pas. Et je dirais que ça a même un avantage, c'est qu'au niveau de la lecture du jeu à certains moments, eh bien je pense qu'un arbitre qui est encore joueur a peut-être une autre lecture du jeu qu'un arbitre qui n'a jamais joué. C'est possible, à Liège, je sais pas. À Liège, je le fais. C'est facile. C'est toujours possible d'avoir dû arrêter de jouer. Oui, ça c'était davantage une prise de position de Liège à partir du moment où on arrive en première provinciale. Je pense que ça s'assouplit, mais il faut donner priorité, à mon avis, à l'arbitrage. C'est bien ça. C'est priorité à l'arbitrage, quand on veut faire ce genre de choses, ça n'interdit pas qu'on peut avoir une activité complémentaire, mais c'est priorité à l'arbitrage. Là, j'admets que c'est en conformité avec les statuts quand on fait comme ça. Si interdit, par exemple, à un arbitre de P1 de pouvoir jouer, ce serait quand même totalement à l'encontre des statuts. Parce qu'on ne peut pas interdire à une catégorie de personnes de ne pas faire cette chose. Mais demander qu'un arbitre qui s'engage en division 1 provinciale donne priorité à l'arbitrage, c'est tout à fait logique aussi. Et là, on n'a rien à critiquer par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques. On va laisser la parole à Renaud alors, hein, pour la présentation. Bien, c'est noté. Je voudrais remercier d'abord l'AEB, non pas pour le cadeau qu'il me fait, mais pour le défi plutôt qu'il me fait. C'est que le défi de vous parler, l'habitude de l'arbitre, on le joue suffisamment dans ce sujet-là. Mais aussi, il me fait le défi de parler pas qu'à des arbitres. Du
quand je parle des arbitres, avec l'équipe d'arbitres, ici, si j'ai bien compris, l'assistance n'est pas constituée exclusivement d'arbitres. Donc, je ne dis pas qu'un propos va être nécessairement admis, compris, accepté par tout le monde, mais il est nécessairement le point de vue et le parti pris d'un arbitre. Et il constitue aussi certaines synthèses d'expériences personnelles, très nombreux cliniques auxquelles j'ai assisté pour atteindre un certain niveau, et que je continue de suivre chaque année. Donc ce ne sont pas des vues d'esprit, c'est des choses qui, moi, me sont utiles. Après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut avec, et puis chacun son parcours. On n'est pas sur des rails, on a chacun plusieurs méthodes, et puis on vient de voir, il n'y a pas un seul plan de formation, il y a des tas de choses qui peuvent exister, qui peuvent nous aider. Donc, on m'a demandé de parler de la relation entre coach, arbitre, etc. Moi, je pense que c'est pas... c'est un peu trop restrictif. À la fois, c'est complexe de parler d'une gestion, d'une relation d'une personne ou d'une autre, parce que gérer un match, c'est gérer un ensemble de choses. Ça ne se limite pas à gérer un coach, à gérer un joueur. C'est gérer tout un environnement de choses que je vais essayer de décrire maintenant. Je veux dire aussi que le contexte n'est pas spécialement favorable à ce genre de présentation, mais à la limite, tant mieux. Alors, le game management, parce que c'est un terme anglais, donc il dit ce qu'il veut dire. Les Anglais ont cette facilité de langage, ils sont très incisifs, ils n'ont pas besoin de 36 phrases pour décrire une situation. Donc je vais parler de game management. Et ça, c'est vraiment la marque de ce qu'on apprend, ce qui vient après, tout ce que Laurent et Martin essaient d'enseigner plus jeune. La condition physique, je veux bien, mais c'est un acquis préliminaire. La théorie, c'est aussi les acquis préliminaires. On est censé les savoir, sinon on ne les plus pas. C'est le minimum. On fait une chose. Mais ça, le game management, c'est pas quelque chose qu'on enseigne, c'est quelque chose qui vient avec l'expérience. Et effectivement, plus le niveau d'une compétition est élevé, plus on va ressentir une pression naturelle qui est par les joueurs, par les coachs, par les managers, par des fans, par des médias, par des choses qui nous dépassent complètement, mais qui créent une pression. Cette pression engendre nécessairement des responsabilités, et donc nécessairement, il faut les gérer. Et gérer, donc, c'est sa rencontre, son environnement, et tout ça, donc, on doit prendre en considération cet aspect de gestion. Plus on évolue dans les divisions, plus on évolue au sein d'une division, mais dans la compétition elle-même, parce qu'on va arriver sur des tours finaux, peut-être des playoffs, etc. Et donc il va falloir gérer un environnement qui nous est de plus en plus peut-être hostile, ou en tout cas plus critique. Donc la visibilité, c'est bien, c'est ce qu'on cherche, mais en même temps, il faut aussi l'assumer. Alors, quand on tombe par gérer, quoi, comment, c'est un peu les questions préalables que je souhaiterais poser, aborder. Mais le point de départ, de nouveau, ce que je disais en formule, c'est que je suis un arbitre, et donc, peut-être pour vous, c'est essayer de comprendre et d'intégrer le rôle qui m'est assigné. Donc, qu'est-ce qu'on entend par gérer une rencontre pour un arbitre? Gérer quoi? Gérer comment? Et je dresserai quelques constats, et puis je proposerai quelques outils avant de conclure, et puis vous laisser la parole éventuellement. Le premier point, c'est donc quand on tombe par gérer une rencontre pour un arbitre. J'assiste pour un arbitre. Et gérer quoi? De manière générale, dans la vie de tous les jours, manager, gérer, ça ne signifie pas toujours prendre des décisions qui sont parfaitement justes par rapport à l'écrit, par rapport à un dictat. C'est surtout de la faire de la manière la plus adéquate, qu'elle soit acceptée. Ça, c'est un constat qui s'applique à la vie de tous les jours. Gérer, c'est ça. C'est ce que je fais maintenant. C'est d'écrire un peu cette gestion et pas cette mesure. Mais pour un arbitre, si je le positionne dans le cadre du basket, est-ce que ce sont des questions ouvertes? Est-ce qu'on gère un match en sifflant ou en communiquant préalablement au coup de sifflet? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule méthode pour gérer un match? Si elle existe, ça serait plus facile pour tout le monde. Peut-on utiliser sa propre marque de fabrique? Moi j'ai un nom, je le véhicule. Est-ce que c'est ma marque de fabrique qui fonctionne mieux que l'autre? Ou est-ce que ça ne sert à rien? Il faudrait peut-être revenir à un code déontologie ou un code
de management qu'il est établi. Est-ce que ça signifie même dans la tête des gens la même chose pour tout le monde? Parce que ces questions seront ouvertes, je ne demande pas les réponses, mais nécessairement, ça veut dire que c'est, je pense en tout cas, que cette notion est parfaitement subjective. Et donc l'objectif de mon exposé va plutôt être d'objectiver le propos. Alors, je l'ai dit, il faut gérer une rencontre compte tenu de son contexte, de son enjeu. Je suis persuadé qu'on ne va pas gérer une rencontre sans enjeu de la même manière que la finale des playoffs de division 1. Donc pour ça, il faut nécessairement que les arbitres, quand ils arrivent sur leur match, ils les préparent, je parle après, mais ils doivent connaître et le reconnaître ensuite, leur environnement et les acteurs qu'ils auront à gérer. Et surtout éviter les a priori. On ne part pas d'un match sur un autre avec un a priori. Si, il faut savoir ce qui s'est passé, il faut s'informer, c'est connaître son environnement, savoir quels sont les acteurs qu'on va rencontrer, quelles sont leurs probables dérives, quels sont par contre aussi, comme nous l'écrit, quels sont ceux aussi qui peuvent nous aider. Pas que les gens qui essaient de nous faire des profiter, mais aussi des gens, des joueurs, des coachs, des managers, des gens qui peuvent aider les situations à bien se dérouler. Mais nécessairement, il faut les connaître, il faut les identifier et les détecter. Et puis, il faut s'en servir. Alors, quelques constats pour y arriver. Le premier constat, c'est que nos intérêts sont nécessairement divergents. Les équipes, elles, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent toutes les deux gagner. Sinon, elles ne vont pas au basket. On veut gagner. C'est logique. L'objectif de l'arbitre est tout autre. Il est de finir le match, quelles que soient les circonstances. Leur but, c'est que le 40 minutes se déroule. Contrôler le match et son tempo, sans qu'il y ait de catastrophe majeure. Il est de prendre de correctes décisions en vertu des règles et de l'esprit du jeu. Alors, je m'adresse plus aux arbitres, mais finalement, c'est pas plus mal de le sachez. Les erreurs font partie de notre vie, l'arbitre. Et d'ailleurs, je pense que là-dessus, on doit être pris en exemple par rapport aux gens, enfin, la moyenne des gens, là, qui circulent dans les rues et qui se lèvent chaque matin, c'est que l'erreur, nous, on accepte qu'elle fasse partie de notre quotidien. Donc, je serais intéressé d'entendre vos réponses si je vous demandais ce matin, depuis ce matin jusqu'à maintenant, quelles erreurs avez-vous commises? Hier, avez-vous commis des erreurs? Je ne pense pas que vous identifieriez si facilement les erreurs, parce que ce n'est pas spécialement naturel. Nous, ça fait partie de notre vie, on le sait, et donc on doit vivre avec, mais on doit s'améliorer de match en match, tout en sachant que l'objectif zéro erreur, c'est tout à fait, on ne peut pas l'atteindre. C'est déjà, c'est peut-être un constat d'échec, mais donc on va essayer de réduire, et c'est notre but, notre marge d'erreur. Alors, ce qui est important aussi, c'est de savoir quel type d'erreur est commise. Enfin, si une erreur est décisive, on peut arbitrer 39 minutes et 59 secondes parfaitement bien et faire la dernière boulette qui fait gagner l'équipe qui ne devait pas gagner. Évidemment, ça c'est inadmissible. On n'aura commis qu'une erreur. Ça, c'est un autre débat. Mais donc, nécessairement, notre objectif, c'est que la meilleure équipe du jour l'emporte. On dit bien la meilleure équipe du jour, c'est pas seulement la meilleure équipe sur papier, plus gros budget, donc c'est la meilleure équipe du jour. Et ce sera ce qui fera la beauté de notre sport. Ensuite, il faut nécessairement gérer des émotions. Le basket est un sport émotionnel. Donc les émotions sont inévitables. Les joueurs, les coachs, les assistants, enfin tout le monde a des émotions. Les fans en particulier. Mais les arbitres aussi ont des émotions. On n'est pas des robots, c'est pas facile pour moi de vous parler maintenant, c'est pas facile de prendre mon sac pour l'arbitrer, c'est pas facile de sortir de basket. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur et qu'on doit essayer de gérer. Mais... Enfin, on a des émotions. Nous aussi, parfois, on trouve une belle action, on a envie de dire bravo, on ne peut pas. Hein, bon, c'est vrai. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est d'abord se contrôler soi-même. Sans contrôler ses propres émotions et sa propre corps, eh ben on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à rendre une image qui soit capable de gérer les émotions des gens. Okay. Et donc, si on n'arrive pas à contrôler les émotions des gens, on partira définitivement dans une impossibilité de contrôler ce match. Donc, j'arrive à un premier constat, c'est que gérer, c'est contrôler.
seule personne neutre sur le terrain. Et il y a lieu qu'il le reste bien entendu. Alors, c'était ça. Lui, il ne doit pas se poser 36 questions. Il est neutre, il doit accepter cette fonction. D'accord? Donc, accepter cette fonction, c'est dire, moi, je dois contrôler la situation. Il n'est pas question que cette situation me contrôle moi. Ce n'est pas les participants qui doivent dire ce qui est dans leur intérêt de faire. Parce que nécessairement, leur intérêt, en définitive, c'est de parvenir à gagner, d'avoir meilleurs résultats qu'escomptés. Ce n'est pas mon intérêt à moi. Donc moi, arbitre, ce que je veux, c'est que diriger cette situation. Et pas que c'est des situations que le destin me provoque moi mes réactions. Donc passer mentalement de j'espère que cette situation, franchement, j'espère que ça ne se produira pas, je veux bien passer inaperçu, etc. Ça dépend pas de soi, ça dépend des circonstances, ça dépend des gens qui sont là. Ah, quoi qu'il arrive, je suis capable de prendre les choses en main. Quoi qu'il arrive, oui, je prends mes responsabilités. Alors, s'il ne se passe rien, je dois pas être visible, c'est juste. Mais est-ce que le rôle de l'arbitre, c'est pas d'être vu? Ça dépend de ce qui se passe. L'arbitre qui ne décide pas, c'est pas l'arbitre non plus. Donc, il faut prendre conscience, je pense, de cette première chose. Est là, quand on demande des matchs, il est bien qu'on soit visible, mais l'arbitre invisible qui ne gère pas une situation catastrophique, il ne sert à rien non plus. Donc, il faut prendre conscience de ces choses-là, et je suis content qu'il n'y ait pas que les arbitres pour l'entendre. Donc, comme je l'ai dit, construire la situation, non, la situation de contrôle, c'est décider du sort des participants, et ne pas s'en remettre à la chance d'abord, et surtout pas aux excuses, on n'en a pas. Il y a des faits, il y a des règles, il y a des faits, et on doit s'en remettre à ça. Donc tout ça, finalement, c'est accepter ses responsabilités, et ça peut être une chose, bien au-delà de la prérequis physique ou théorique, ou ce qu'on veut, mais c'est un prérequis mental. C'est un prérequis mental. Et on le voit, chez les plus jeunes, quand ils arrivent, comme Martin, par exemple, qui est un grand espoir, ils ont un grand désir d'arbitrer, ils veulent tout faire bien, et puis quand les situations sont un peu difficiles à gérer, on a un peu peur de rentrer dans le tas et d'y aller vraiment. Et c'est ça qu'on va faire. Alors forcément, notre premier rôle, c'est de jamais comprendre les règles. Ça, elles sont là pour tout le monde, et si on n'établit pas des standards, on n'en sort pas. Et on parlera plus en entier. Donc on doit faire face, ne pas fuir, et toujours sanctionner ce qui est illégal par rapport aux règles. Et les comportements inappropriés qui sont parfaitement intolérables selon nos codes de conduite, mais aussi ceux qui nous sont imposés par les directives européennes internationales. Par exemple, des gestes qui vont être grossiers, provoquer la réaction publique, ceci pour encourager 5000 personnes, ou qu'ils soient 5000 ou 20, ça ne change rien. Hein, c'est pas ça le propos qu'on soit. La liste, c'est le plus compliqué quand on est en 4e provincial et qu'il y a que 10 personnes un peu furieuses qui courent après. Parce que là, vous n'avez pas de protection que dans 5000 personnes, il faut jouer, puisqu'on y est. On sait bien qu'on va être encadré et que on fait moins chèrement. Et donc, à tout niveau, on ne peut pas accepter de faire réagir un public. Restriction de mouvements des arbitres, pas question de venir coller à l'arbitre, c'est pas grave. Des protestations face à face non plus, ne pas laisser de dérouler le match aisément, le retarder. Hein, on est là pour voir un match qui game flow. Donc, quand le ballon est le panier marqué, retarder la contre-attaque, etc., c'est vraiment, c'est pas ce qu'on veut. Ni vous, ni les spectateurs, ni personne. Ne parlons pas des insultes et des protestations. Alors, à mon sens, la stricte application des règles et des directives, POE, c'est point of emphasis, donc ce sont des directives, par chaque arbitre, ça réduit nécessairement les risques de conflit. Pourquoi? Parce que si on a une certaine uniformité, une certaine consistance possible, chacun des participants va comprendre que, ok, je suis peut-être pas d'accord avec la décision, mais si elle est prise ou mon adversaire est exactement la même, qu'est-ce que j'ai à dire? Le traitement égal, avec les mêmes règles, les mêmes critères, les mêmes valeurs, les mêmes repères, ça crée que ça conduit vers un conflit de manière réduite. Possibilité de conflit réduite. Donc il faut essayer de balayer toute interprétation parfaitement personnelle
et en revenir à des critères qui sont objectifs, qui sont ceux du code de jeu, qui sont ceux connus, des arbitres en tout cas, et si les coachs et les joueurs ne les connaissent pas, ils devront apprendre de nos traitements des règles de manière uniforme. Donc vraiment, il faut plaider pour l'uniformité, et donc dans la formation, c'est un point bien pour succès. Donc gérer, et j'en vais à ce qu'on fait, c'est gérer, ça ne signifie pas compromettre son rôle d'arbitre. J'ai horreur quand on me dit, ah c'est un bon gestionnaire, hein, il gère bien sa rencontre, et qu'on a face à nous, non pas un collègue, un équipier, mais on a quelqu'un qui passe son temps à éviter les problèmes et à nous voyer. Hein, ça n'a pas de sens. Alors, compromettre son rôle d'arbitre, et là je m'adresse plus aux arbitres, qu'est-ce que c'est que l'arbitraire définitive, ou tentative, s'il en existe une définition, c'est le décomposer en 3 séquences, c'est anticiper d'abord ce qui va se passer, c'est pour ça qu'on est formé, c'est pour ça qu'on a c'est grâce à ça, c'est grâce à notre expérience qu'on va pouvoir anticiper mieux les situations, tant sur le terrain que ce qui se passe en dehors, des demandes de mort, des remplacements, gérer le chrono du match et les 24 secondes, c'est des choses auxquelles on doit être alerté, c'est pas évident, ça fait beaucoup de choses à gérer. Et donc, anticiper, c'est réaliser ce qui va se produire avant quiconque puisse nous dire, hey, t'as vu ce qui s'est produit, ce qui va se produire, on ne doit pas attendre de l'aide externe. Je ne dis pas qu'il faille anticiper le sifflet, c'est anticiper les situations, anticiper ses placements, anticiper, tiens, là, il y a tel problème potentiel, c'est pas pour ça qu'on va intervenir si c'est pas ça. Après qu'on ait pu anticiper, c'est évidemment voir et comprendre ce qui se passe. C'est bien que j'ai anticipé, mais si ça ne se passe pas, ça ne sert à rien non plus de se faire un film. Il faut connaître la réalité. Et enfin, il faut décider, c'est-à-dire réagir à ce qui s'est passé, soit en sanctionnant, soit en ne sanctionnant pas. L'arbitrage, ce n'est pas que donner des sifflets, c'est aussi ne pas en donner quand ça ne se justifie pas d'en donner. Alors, les désaccords dans notre boulot, les désaccords sont naturels, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc, dans tous les matchs, il y a des désaccords. C'est un constat fait. On va se dire, aujourd'hui je pars et je ne voudrais pas de conflit, ça va bien se passer. Tranquille. On ne part pas comme ça. Mais la meilleure manière de gérer ces conflits, c'est nécessairement de les affronter. Si je les fouille, si je fouille mes responsabilités, nécessairement je reporte le problème. Le problème va survenir, peut-être plus tard, peut-être de manière différente, et peut-être qu'il va exploser. Mais je n'aurais pas affronté, et plus tôt je l'affronte, et ça c'est pas que le conseil dans le basket, je pense, parce que c'est naturel dans toute situation de vie, plus tard j'affronte un problème, plus je le prends à sa source, plus j'ai des chances de m'en sortir. Et la communication externe, j'en parlerai plus longtemps peut-être après. Mais nécessairement il faut, si soi-même on se sent bien balancé, on contrôle la situation, on les aime à l'intérieur, on a compris ce qu'on veut faire, rien ne nous a échappé. Je pense que là c'est beaucoup plus facile de venir à l'écoute des gens et de venir s'exprimer face à eux. Enfin, je vous parlerai peut-être plus. Mais donc il faut essayer. Il manque des mots là-dedans, hein, c'est essayer. Ce sont des principes qui ne sont pas acquis, il faut travailler comme ça. Et il ne faut pas avoir peur des défis. Et pour ça, il faut savoir que la peur, parce qu'on a des peurs, mais c'est un sentiment naturel. Et je suis très content, puisque je suis papa aussi, je suis très content que mes filles aient des peurs. Content quand elles prennent l'escalier, qu'elles se tiennent à la rampe, parce qu'elles ne veulent pas dévaler en bas tout de suite. Je pense que la peur, c'est un sentiment naturel qui nous protège du danger quelque part. Même pour les arbitres aussi. D'avoir peur de certaines circonstances, d'avoir peur d'une atmosphère un peu chaude, ça nous protège de certains dangers. Mais si elle est incontrôlée, la peur, ça devient une hantise, ça devient une horreur et on panique. Et si on panique, nécessairement, on ne sait pas prendre des bonnes réactions, on ne sait pas bien décider et on est ingérable. C'est justement tout ce qu'il faut éviter. Donc il faut se connaître soi-même. Le boulot d'arbitre, c'est un boulot d'abord ingrat, mais c'est aussi apprendre à gérer sa solitude et se connaître. Je pense que c'est un des points les plus importants pour moi dans ma carrière d'arbitre, c'est que j'ai la prétention d'avoir appris beaucoup de choses de moi. Voilà.
Et nécessairement, donc il faut se connaître, savoir quand on commence à avoir peur et mettre le frein au bon moment et prendre les actions nécessaires en fonction de sa propre personnalité. Il n'y a pas non plus de mode d'emploi là-dessus, c'est chacun selon. Alors quelques outils. Parmi les outils, on est doté d'un équipement et surtout d'un sifflet. J'ai mis notamment pour l'interrogation en cours. Est-ce que le sifflet est un outil de gestion? Il est indispensable. On arbitre en sifflant, il est indispensable. Mais le sifflet, ça donne du pouvoir, ça donne le pouvoir de décider. Pour gérer, c'est d'avoir une certaine forme de personnalité qui nous autorise à faire des choses et à gérer le comportement des gens. D'avoir une certaine forme d'autorité que le sifflet n'apporte pas nécessairement. Un outil indispensable, y compris pour gérer, il faut bien siffler, pour sanctionner. Mais c'est pas tout. Donc l'uniforme, le sifflet, l'apparence, les connaissances théoriques, techniques, même les tests physiques, ça ne suffit pas, parce que ce sont des prérequis, mais ce n'est pas ça qui donne une dimension supplémentaire de gestion. Parce que les gens, est-ce que vous respectez, c'est une bonne question, est-ce que vous respectez mon uniforme, mon sifflet, ou est-ce que vous respectez moi en tant que personne qui arrive? C'est ça la différence. Nécessairement, il faut préparer son match. Pour le gérer, il faut savoir attendre, il faut le préparer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on arrive une heure à l'avance, d'abord pour éviter d'être en retard pour les questions de circulation, etc. Et encore pour les autres, parce qu'il est gentil en Belgique, etc. Mais aussi, on est suffisamment tôt au match pour se parler de ce match, pour le préparer. Alors, le conseil que j'ai à donner, c'est d'envisager les cas les plus graves en espérant le meilleur. Mais si on envisage que le meilleur, on n'est pas prêt à réagir aux pires difficultés. Et puis il ne faut pas non plus, il faut essayer d'être totalement prêt à tout. Et être prêt, y compris à l'inattendu. Et puis se dire que quoi qu'il arrive, non seulement on doit gérer, on ne peut pas fuir mes responsabilités, et puis il y aura toujours bien une première fois. Et appliquer les règles. Deuxième conseil, deuxième outil, c'est appliquer les règles, c'est l'uniformité dont j'ai déjà parlé, les critères de faute et de violation. Et je trouve que ça, même en tant qu'arbitre, c'est une autre critique que je fais même à notre l'horreur de ce mot, à la corporation, on peut dire, c'est qu'on se met trop peu d'accord sur les critères. Et le code de jeu a des critères très clairs, parfois qu'il faudrait éclairer. Ça, c'est autre chose, c'est un autre sort. Mais quand on analyse des vidéos, la première chose, c'est d'abord de se mettre d'accord sur ce qu'on voit et puis ensuite d'appliquer des critères. Et pas dire, oh oui, mais ça, c'est quand même, ça paraît que c'est faux, donc c'est faux. Il y a des critères, parce que les critères sont rencontrés au monde, s'ils ne sont pas rencontrés, c'est pas bon. Donc déjà, nous, on pêche par là, donc il ne faut pas demander les joueurs, les coachs, il faut pas espérer qu'ils les connaissent non plus, ils ne les connaissent pas du tout. Donc c'est compliqué. Et puis il faut essayer de prendre les jugements les plus compréhensibles possibles. On peut comprendre qu'une action, enfin, dans la tête des gens, je pourrais comprendre qu'une action qui s'est produite n'engendre pas de sanction, parce que bon, on est des robots, on a loupé quelque chose. Par contre, ce qui est vraiment incompréhensible, c'est que quelque chose qui ne s'est pas produit sans sanctionner. Comment comprendre que le type qui court dehors, ou qui court plutôt dans le terrain, on lui siffle qu'il est dehors? Je ne peux pas comprendre ça. Il faut éviter vraiment tout ce qui est fantôme. Et puis si ça arrive, si c'est le rôle de l'arbitre, c'est essayer de le vendre au mieux pour que tout le monde soit convaincu que finalement, convaincu en tout cas et un doute sur peut-être qu'il avait raison. Alors ça c'est quelque chose qu'on peut exprimer, mais de nouveau, c'est pas théoriser ou quoi que ce soit, c'est d'avoir le feeling, et ça, le feeling du match, le feeling de rencontre. On est tous différents, on a tous des expériences différentes, donc on sait plus important de quelque chose. Donc, voilà, je n'ai pas de conseils particuliers à avoir. Voilà, c'est ce qui fait parfois la différence entre un très bon, ou un moins bon, un meilleur. Voilà. Mais nécessairement tout ça, ça engendre une part d'intelligence, donc c'est en anglais enfin, le QI ou IQ, ça demande une intelligence. Parce qu'il faut connaître les choses, et une somme de choses assez considérable, techniquement.
Mais ça demande aussi de l'intelligence émotionnelle. Et par exemple, on ne nous enseigne pas si la science, je dis science, l'intelligence, l'IQ, le QI, c'est nous apprendre ce que sont des critères de faute et de marché, personne ne nous apprend l'art de siffler au bon moment une faute technique. Parce qu'une faute technique, même si elle est méritée, si elle tombe comme un cheveu dans la soupe, on va mettre plus de bazar que ce qu'on va essayer de gérer une situation. Quel est le bon moment, quelle est la bonne personne à aller choisir, etc. Ça, c'est plus de l'art que de la science. Alors, il faut aussi, quand on arrive dans un match, nous, c'est très important pour chacun, c'est de traduire comme vous pouvez, c'est un niveau optimal d'éveil, c'est-à-dire, moi je sais quel est mon niveau, si j'ai une échelle de 0 à 10, quel est mon niveau d'attention particulier pour être concentré. Si je suis en dessous de ce niveau, je vais mal arbitrer. Si je suis au-dessus, je vais être surmotivé, je vais faire des conneries aussi. Donc chacun, c'est très individuel. Il faut être en alerte suffisante pour être prêt à rentrer dans le match et gérer toute la sondage, prendre des décisions, assumer son rôle. Et ça, de nouveau, c'est très très personnel. Mais donc, de nouveau, j'en reviens à mon point de départ, c'est finalement une force mentale qu'il nous faut pour atteindre ce niveau de gestion. C'est clair que vous avez raison, monsieur, le physique doit être en ordre, mais en particulier au basket, au niveau où on est 3, couvrir 28 sur 15 à 3, excusez-moi, ok, ça va être une image, mais voilà, je pense que c'est bon. Donc après la préparation, après s'attendre à tout ça, à pouvoir bien faire les choses, il faut être en alerte permanente. Donc il faut être actif et proactif mentalement. C'est anticiper, j'en ai fois ça. Penser à ce qui peut arriver. Penser, c'est anticiper. Par contre, agir, si on agit, on réagit à une situation, c'est parfois trop tard. Il ne faut pas subir. Mais être actif, c'est pas nécessairement, je parle aux plus jeunes des arbitres qui est ici, on ne se montre pas actif quand on court dans tous les sens, on veut du manager. Au contraire, ça peut donner parfois le sentiment de est-ce que le garçon gère bien toutes ses émotions, puisqu'il n'est pas trop nerveux. Et s'il est nerveux à ce point, s'il court dans tous les sens, il va pouvoir gérer la nervosité des autres. Donc être actif, c'est gérer les choses, être prêt à les gérer, être au bon moment, au bon endroit, mais pas nécessairement non plus courir comme un animal sans tête. Et puis concentrer. Le B.A.B.A. de notre arbitrage, c'est la concentration. C'est 90 minutes, voire plus, mais certainement jamais moins. Je prends l'exemple tout à l'heure. En une seconde, nous, notre boulot est peut-être parfait. Donc, c'est important. Donc, il faut rester toujours dans le moment présent. C'est qu'une heure et demie, ou c'est peut-être un peu plus, mais je ne pense qu'à rien d'autre que mon arbitrage. Je ne pense à rien d'autre que le jeu. Et laisser tous mes problèmes de côté. C'est pas toujours évident. C'est toujours évident. Une vie de famille, on a tous un boulot, on a tous quelque chose. Le temps du match, je dois être concentré mentalement à mon match. Et puis il faut prendre des décisions à temps. Parfois, des petits contacts oubliés en début de rencontre sont la cause de gros problèmes en fin de rencontre, ou 5 minutes plus tard. Parce que le joueur ne tolère plus d'être touché de cette façon, il va provoquer une catastrophe particulière. Je suis curieux de voir le match intégral de Charleroi à Bilbao. J'ai du mal à croire que cette interprétation de fin de match ne soit pas précédée de quelque chose dans le match. J'ai du mal à croire. Non, je ne l'ai pas vu, donc on va le dire. Et puis il faut connaître l'administration. C'est notre boulot aussi de ne pas hésiter sur il y a remplacement, oui, on fait remplacement, non, on ne peut pas tolérer, parce que c'est des choses. On ne peut pas hésiter là-dessus. C'est donc avoir une attitude en toutes circonstances professionnelles. Alors j'en viens à un point important, un outil important, c'est la communication. Donc, quand je dis arbitre vers l'externe, je veux parler de
la communication entre arbitres, ça je dirais que c'est plutôt de l'interne, mais ça n'intéresse pas grand monde dans ce sens, je crois. Enfin, c'est pas tel, je crois. Dans la communication des arbitres vers l'externe, mon premier sujet, ce serait de parler. Alors, de nouveau, je me prends l'interrogation. Est-ce qu'il faut parler? Est-ce qu'il faut parler? Notre premier point, c'est que notre match s'arbitre. Un match, ça s'arbitre, ça n'est pas là pour discuter. On n'est pas là pour discuter, c'est pas notre désignation n'est pas faite pour ça. On doit éduquer en sifflant, et si on siffle quelque chose, les participants doivent comprendre que là, il y a une infraction par rapport au match. Ça, c'est la base. Et puis, de toute façon, si on commence à discuter et tout, c'est pas une match qu'on va voir, c'est peut-être 3 ou 4 heures, et ça, personne n'a très envie de rester 4 heures dans le temps. Sauf le côté contingent. Mais, pour prendre le contre-pied, c'est clair que si on veut nous-mêmes obtenir du respect, il faut aussi en donner. Et donc, on ne peut pas laisser des questions qui nous sont posées sans réponse. Alors, il est clair que pour éviter de discuter sans cesse de choses, ou indéfiniment des choses, il ne faut pas parler de jugement. Non, mon jugement, moi j'ai estimé que c'est faux, ça sert à rien que vous me disiez, c'est pas faux. On va rester combien de temps à se dire c'est faux, c'est pas faux. Ça sert à rien de débattre de jugement. Par contre, une affirmation, un jugement, une affirmation. Par contre, si une question me posée, effectivement, j'ai pas le choix, je dois répondre. À l'inverse, si c'est irrespectueux, je vais sanctionner. Ben oui, c'est mon rôle. L'arbitre aussi, son rôle, c'est de décider où sont les participants à l'inverse. Donc c'est à lui à choisir, dans l'intérêt de son match, dans l'intérêt de sa concentration, parce que c'est toujours ça. Parler, c'est beau, mais ça a toujours un objectif quelque part, c'est de nous sortir du match. Parce qu'on sait bien que si on est sorti du match, après on trouve nos pieds beaucoup plus facilement, on va louper des situations, toujours à l'avantage de celui qui nous a fait sortir de notre concentration. Toujours ça comme ça. Donc l'intérêt de l'arbitre, ok, c'est toujours de répondre, mais de choisir son moment. Il arrive de dire c'est pas le moment, je suis concentré, par contre sur des lancers francs ou juste avant un temps mort, ou à la sortie du temps mort, après les joueurs disent qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui se passe, quelle était ta question, et on peut envoyer. C'est pas l'inverse. On ne va pas se sentir dominé par un arbitre ou un coach, par un joueur ou un coach qui souhaiterait imposer sa façon de faire. Alors quelque chose de nouveau, la concentration c'est important, donc plus le match entre dans sa phase finale, plus il y a de tension, plus il faut éviter de parler. Parce que de nouveau, ça va nous sortir de notre contexte. 9 fois sur 10, c'est pas mentionné ici, mais on a cette difficulté, en tout cas au plus haut niveau, on ne parle pas de langue non plus. Donc ça demande un effort, c'est une routine, au bout d'un moment c'est une routine, mais malgré tout, c'est un effort qu'on doit faire, qui n'est pas naturel. Donc, ça nous perturbe un peu plus dans l'aspect concentration mentale de la rencontre. Donc, après avoir envisagé la parole, il y a la manière de s'adresser aux gens, donc la communication. Il faut montrer un prochain. On n'est pas. On est qui? On est juste au service du basket, on est juste au service des équipes, des fédérations, on est juste au service, on doit se montrer un prochain. On doit mettre des limites, on doit exprimer, mais on doit se montrer un prochain. Alors, ça ne sert à rien de vouloir répondre à tout non plus, quand on n'a pas la réponse, quand on n'a pas compris la question. Il ne faut pas dire oui, et puis finalement avec la réponse qui nécessitera non. Ça sert à rien, on crée aussi plus de problèmes qu'on a essayé d'en résoudre. Donc il faut écouter, essayer de réfléchir, essayer de répondre précisément à cette question. Pour autant, on en est la réponse. Si je n'ai pas la réponse, désolé, mais je ne donne pas de réponse. C'est vrai que je m'enferme dans ce carcan, non, on doit reprendre. Là aussi, l'arbitre est très bon aussi qu'il garde une certaine distance. Il doit se montrer approchable dans son attitude, mais je pense qu'il est très préférable. Il est vraiment préférable pour lui-même, pour sa sécurité. Je ne parle pas ici d'agression physique, je parle de la sécurité pour contrôle de l'ambiance, de garder une certaine distance.
D'abord parce que le contrôle, c'est plus facile de gérer. Si je regarde Michel de cette distance, je vais aussi voir les gens qui sont derrière, je vais aussi voir ma vue périphérique, je vais voir plus de choses que si je suis emmerdé avec lui. Et puis aussi, il faut éviter l'effet pervers que l'autre coach ou l'autre joueur de notre équipe, ou bien l'autre partie de la salle, disent, vous me regardez, ils sont tellement proches, c'est de là que voulez-vous qu'ils prennent une décision favorable pour nous. Donc il faut éviter ce contact trop peut-être trop proche, trop familier les uns envers les autres. Surtout éviter les accolades. Par contre, jamais refuser une main. Et l'arbitre n'est pas là pour tendre la main, mais si elle lui est tendue, de nouveau, c'est pas mieux à refuser. Les gens polis. Donc, il faut donner une certaine forme d'espace. C'est l'exemple que je peux prendre. Et communiquer, je viens, je dois donner des lancers francs. Je suis sur le terrain, 2 mètres dans le terrain. Si le coach se retrouve à côté de moi, c'est sa responsabilité. C'est pas sa place. Je dois le sanctionner. Et c'est sa responsabilité. Éviter des attitudes provocatrices, évidemment. Parce que mettre de l'huile sur le feu, on s'adresse à, on ne sait pas toujours quels sont les égos des joueurs, des coachs, etc. Donc, si on veut faire son jeu de manière la plus sereine, il ne faut certainement pas provoquer, ce n'est pas du tout notre rôle. J'ai lu, je ne sais pas qui l'a écrit, qu'on était normalement en gris pour qu'on se rappelle le rôle 1 qu'on doit avoir, mais c'est pas vrai. Et c'est tenté un arbitrage supplémentaire. Donc, avertir, c'est toujours donner une chance. C'est toujours comme ça. Sauf pour les situations les plus vraiment évidentes pour lesquelles on est contraint de réagir immédiatement. Mais on a toujours cet aspect préventif d'avertissement. Dans une sanction plus lourde ou technique ou ce soit, on donne une chance. Mais les comportements intolérables doivent être sanctionnés. Et celui qui ne veut pas prendre cette chance, coach, arbitre, qui qu'il soit, il en prend, il en assume les conséquences. Donc l'avertissement doit être clair, mais il doit aussi être si lui, il y a un effet. Sans quoi je ne contrôle pas par rapport. Alors, de nouveau, petit conseil, une aparté pour les arbitres, c'est quand on prend une décision grave, une faute technique, c'est une sanction grave, parce que ça donne deux lancers, ça donne une rentrée. Pour l'équipe pénalisée, c'est une autre sanction. On peut marquer beaucoup de points là-dessus. Donc ça sert à rien d'en ajouter, ça sert à rien d'être personnel, d'être agressif. Non, c'est une sanction qui doit être prise comme une autre, avec le moins d'affect possible, avec la même distance que marcher, avec une autre violation. Mais elle doit être prise. Alors quand j'ai décidé, il faut reporter la faute. C'est dans nos procédures. Alors pour être compris, et pour être sûr, pour être crédible aussi, dans le sport évidemment que chacun connaisse, chacun externe à l'arbitrage connaisse chacun des signes utilisés, c'est un signal que, cet arbitre, il a sifflé, poussé, il a montré pousser, c'est ce que j'ai vu aussi. Donc j'ai confiance en lui. Par contre, il avait poussé et on m'indique l'usage illégal des bras, qu'est-ce qu'il a vu? Comment je peux avoir confiance dans cet arbitre? Et dans toute cette gestuelle, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Quand on va en faire de trop, il n'y a pas des masses de signal suffisamment pour expliquer ce qui se passe sur une rencontre. Il ne faut pas en faire de trop parce que nécessairement tout ce qu'on va faire, comme je jouais avec Mona pour le moment, vous avez sans doute perçu que j'étais dans un état favorable, vous avez perçu quelque chose. Mais ça traduit quelque chose que je vis à l'intérieur aussi. Donc si je suis trop agressif, si j'ai peur, si je ne maîtrise pas, ça va se voir, ça va se transcrire dans ce que je montre. Donc il faut être vraiment vigilant à sa gestuelle et à son comportement du corps. Nécessairement, on doit toujours se montrer fort et on doit toujours essayer de montrer qu'on sait ce qu'on fait. Même si à l'intérieur, on ne sait pas du tout, et ça arrive. Je rassure tout le monde, parfois c'est pas du tout ce qu'on doit faire. Mais la marque, et puis ce qui rend aussi la confiance des gens, finalement, moi j'ai confiance parce que ce type, je vois plus ou moins où il m'amène, plutôt que je ne peux pas suivre quelqu'un auquel je n'ai pas confiance. Donc, inspirer confiance, je montre
je montre que je sais ce que je fais. Donc suivez-moi. C'est un peu ça. Demandez le coup de sifflet, c'est ce que je l'ai déjà dit, c'est essayer de créer le doute dans l'esprit de ceux qui nous regardent. Donc, pour conclure mon exposé, vous aurez compris que gérer, c'est contrôler, mais pour le faire, il faut avoir de la personnalité. On n'est pas des stars, on ne sera jamais, ce n'est pas notre but, mais on rend des services. On doit rester dans notre rôle de rendre des services. On doit donc se montrer anticipatif, on doit être motivé par ce qu'on fait, on doit. L'expression du nouveau en anglais être in charge, donc je ne sais pas comment vous le dire. Mais tu vois que cette attitude d'humilité, d'empathie vers les gens, tout en restant donc intègre, solide, parce que les circonstances chaudes dans lesquelles on est, et montrer cette sérénité, en tout cas l'afficher. Les liens à l'intérieur, ça peut être différent, mais moins on en montre, mieux on se portera. Donc nous devons inscrire la confiance et le respect, et pour prendre, essayer de traduire une phrase qui ne veut pas dire grand-chose en français, enfin vous la lirez, mais c'est si bien de voir finalement c'est le but à atteindre, c'est si compliqué. C'est quand tout roule, tout semble rouler, que les gens semblent confiants, que tout se passe bien. C'est aussi simple que regarder les partenaires artistiques faire des mouvements comme ça paraît si simple, et puis moi je ne sais pas tenir dessus sur les patins. C'est quand on arrive à ce but-là, qu'on se dit qu'on a peut-être réussi quelque chose sur ce match. Je vais être de toute façon répété la fois suivante, peut-être avec moins de succès, donc c'est un apprentissage. Alors les équipes, je vais prendre l'image des chiens, c'est la même chose, je veux dire, elles ressortent des choses sur le terrain. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans l'exposé, c'est que ce qui se passe à l'intérieur se ressent. Donc si je ne suis pas sûr de ce que je fais, si j'ai des appréhensions par rapport à ce match, les équipes vont le voir tout de suite et auront nécessairement moins confiance ou moins de respect vis-à-vis de ma performance du jour. On va se montrer confiant, décisif et tranquille. Le moins montrer ce qu'on sait, ce qu'on fait et pourquoi. Et le message non verbal que l'on doit adresser aux gens, c'est de dire moi je suis là, je n'ai pas décidé d'être là, c'est quelqu'un qui m'a désigné. Bien sûr, j'ai décidé d'être arbitre, il n'y a pas d'obligation. Mais par contre, je n'ai pas décidé d'être là le jour J. Mais par contre, vu que j'ai pris mon sac, je suis capable de l'arbitrer. Je vais le faire. Donc je suis capable, je suis prêt à prendre des décisions et de vous mener là où vous allez. Enfin, où mon boulot m'a dit que vous devez aller. Voilà, j'ai essayé d'être bref. Je vous écoute. Je vais pas remettre à vous. Une question. Je n'ai pas compris ce que c'est. Non, mais je dis que tu étais clair, net, précis. Je t'exemple. David Daco, tu veux demander. Moi, je vais revenir sur ce que tu as dit tantôt, par rapport à moi, mais par Non, rapport à bien sûr, mais par rapport à un arbitre invisible, entre guillemets, un arbitre invisible est quand même un arbitre qui prend des décisions. Quand on dit invisible, c'est qu'il n'influence pas le déroulement du match. Enfin, moi, je le prends toujours comme ça. C'est une meilleure définition que. Invisible, ça fait toujours un peu peur. Parce que Oui, je comprends. Enfin, voilà. Oui. Et je pense qui décide, quoi. Voilà. Et je pense que des exposés comme tu viens de faire maintenant, ce serait vraiment plus qu'intéressant de le faire avec les coachs et les managers. C'était le but de la journée aussi. Bon, on va envisager un contrat, alors, hein, parce que. Non, mais c'est un fait certain, parce que, je veux dire, j'occupais quand même une place qui est quand même, pour moi, principale dans le jeu, parce que, enfin, à la limite, vous êtes plus important que les joueurs, parce que si un mauvais arbitrage peut quand même changer complètement le match. Ça, c'est mon sentiment. C'est mon sentiment. Donc, l'importance de... Moi, je débute vraiment dans le métier du coaching, donc j'ai aucune prétention. Mais quand j'étais joueur, je sais que l'importance que j'avais, c'était vraiment hyper important d'avoir une bonne relation avec l'arbitre. Et comme ça l'est pour nous d'avoir une bonne relation avec. Oui, tout à fait. Mais... ça l'est. Mais c'est pas. Bon, voilà. C'est pas quelque chose qu'on peut imposer.
Oui, mais c'est quelque chose qui s'entretient. Qui s'entretient et qui se. Allez, moi, ce que je peux redire ça, c'est pas nécessairement dans les mœurs. Il faudrait que ce soit plus. Qu'il y ait plus comment je veux dire. Allez, la fonction arbitrale, parfois, est mal conçue et mal vue. Parfois. Et, oui, mais non. Oui, ça passe par l'équipe, quand même. Je pense quand même qu'on n'est pas tous braqués là-dessus. Mais c'est toute une formation aussi. Mais ce n'est pas nécessairement parce que chacun reste un peu dans chez soi et il n'y a pas d'interconnexion. Oui, là, ça n'est pas mon ressort. Là, il y a des fédérations, enfin, moi j'ai une ligue qui dit que c'est comme ça que ça se passe. Voilà, il ne faut pas transgresser les règles qu'on impose d'une fédération ou d'une ligue, quoi que ce soit, mais genre, voilà, une invitation à être présent aussi. Quoi. Voilà, je veux dire, ça dépasse un peu mon rôle d'arbitre en tant qu'arbitre. Voilà. Je ne suis pas décideur. Mais je suis d'accord qu'effectivement, on rapproche les points de vue. Mais je reviens aussi, je sais que c'est un coach qui s'adresse à moi, mais je trouve aussi, je ne sais pas ce que vous enseignez au niveau de coach, mais enfin, pour arriver au parcours de coach, on va parler des parcours des arbitres. Je suis un peu curieux de savoir quel est le parcours aussi pour devenir coach. Enfin, je suis surpris des questions, des affirmations que les coachs ont sur un match. Je me demande parfois si on leur a appris des règles. Donc, voilà. Il doit y avoir, je pense, effectivement, il a raison. Il doit y avoir des troncs communs dans les formations. C'est pour ça qu'on règle un peu les problèmes maintenant, en essayant d'avoir un tronc commun qui sera aussi d'une base de l'arbitrage. Parce que tu as parlé d'une chose très importante à mon sens, c'était les critères. Les critères, c'est essentiel qu'on ait les mêmes critères en arbitrage et que les coachs connaissent ces critères également. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça enlève pas mal de discussions. Et le problème, c'est qu'on va toujours dire, quand on entend, surtout en provincial, quand on entend il n'y a pas d'avantage au basketball, c'est une erreur monumentale. La règle avantage, le concept avantage des avantages existe bien en basketball. Et on doit pouvoir l'appliquer aussi. Renaud, tu as dit tout à l'heure que tu suivais, l'important c'était d'avoir confiance en ton collègue et de savoir quelle route il allait te mener. Non, pas. Non, j'ai le point de vue de l'arbitre. Moi, j'ai donné le point de vue de l'arbitre et que nous devions, nous, guider les participants. Oui. Je ne vais pas parler de mes collègues. Maintenant, si toi tu as tes règles qui sont là, que toi tu as tes règles qui sont là, mais justement par rapport à un de tes partenaires, il n'a pas les mêmes règles. Comment est-ce que toi tu peux, quelle est ton intervention sur les règles? Ça, c'est clairement. Pour dire les choses autrement, parce que. Voilà. Oui, mais au niveau provincial, quels sont les conseils que tu pourrais donner? Provincial? Non, mais on peut peut-être dire les choses autrement. C'est qu'un coach qui dit son match, qui gère son équipe, qui gère son match, enfin, gérer l'arbitrage. Il peut avoir sa communication, il peut faire des équipes, mais à un moment donné, souvent, ça se passe un peu, pas par le public. Non, jamais. On parle du coach ici, avec qui on peut avoir une communication. Parce qu'on a le but, c'est de faire ce match. C'est que des fois, dans un match, surtout plus bas au descend, évidemment, sur la formation qu'ils ont eue, il y a deux niveaux d'arbitrage. Il y a d'abord la communication entre arbitres, mais parce qu'elle a plus d'expérience dans la moyenne, on n'applique pas nécessairement tout ce qui vient d'être dit. Ça, on peut le comprendre. Voilà, je pense que dans cette salle, il y a quelqu'un qui pourrait beaucoup mieux répondre que moi. Je pense à Raymond. C'est un thème beaucoup plus précis que moi. Mais déjà, on a une difficulté énorme dans l'arbitrage du basket. C'est à la fois sa chance, mais c'est aussi sa difficulté. C'est qu'on est trois arbitres. Enfin, deux ou trois, peu importe. C'est-à-dire qu'on est plusieurs à arbitrer. On n'est pas un arbitre et des assistants. Si je peux t'interrompre, c'est une question que je me pose souvent. Ouais. C'est qu'il n'y a pas une hiérarchie dans le 3. Il n'y a pas de hiérarchie au niveau décisionnel, non, puisque forcément, quand on a sifflé, c'est trop tard. On a sifflé, on a interrompu le jeu, on a fait une décision. Oui, mais justement, tu parlais de la préparation de match. Oui. Il n'y a pas un arbitre principal quand même. Responsable, on va dire, qui a plus un rôle finalement de
coordinateur. Oui, de coordination, chef d'orchestre, tout ce que tu veux, mais c'est d'essayer de préparer son équipe à avoir les mêmes. Oui, je veux dire, avant le match, il y a des discussions entre vous, je suppose. Je suis pas dans tous les vestiaires, mais oui, normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais je veux dire, si un coach a un grief, entre guillemets, à faire, ou à poser une question à poser, il doit le faire à l'arbitre principal ou bien. Non. 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 Non, mais par contre, je voudrais bien qu'on insiste qu'il pose sa question à l'arbitre compétent. Enfin, je dis compétent en fonction de la situation. Parce que ça, c'est notre mécanique qui veut ça aussi. Les Américains font tout autrement. L'arbitre qui a décidé, nous, il s'en va. Donc, comment voulez-vous, je comprends la difficulté, je parle à vous, excusez-moi, je parle à l'arbitrage à 3. Oui. L'arbitre qui a décidé, il s'en va. Donc, quand tu dois t'adresser à celui qui a décidé, tu ne sais pas, parce que tu dois crier, forcément, tu fais plus de gestes et tu risques d'être pénalisé une deuxième fois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Il faut vivre avec ça. Donc, celui qui arrive doit essayer de comprendre la situation, ou bien justement de faire de par la récompense, c'est très facile, non, pas de problème. C'est compliqué. Oui, parce que c'est toujours. Mais par contre, ça, parce qu'on a comme réponse, c'est pas moi qui l'ai sifflé, comme dit. Ah oui, mais il a raison. Oui, alors ça devient compliqué. Putain, peut-être une demande. Sache que, je veux parler comme quand même, si tu sais ce que l'autre a sifflé, ça veut dire que nécessairement tu as voulu faire son travail, mais alors tu fais plus le tien. Et donc si quelque chose d'important s'est passé chez toi et que tu n'as pas pris en considération, tu risques aussi que tu passes avant le match. Donc il vaut mieux d'abord faire bien son travail avant de pouvoir gérer celui de l'autre. Ça c'est bien là. Après, si tu sais faire ton travail et en même temps donner un petit coup de main, c'est bien. C'est mettre qu'on demande ou. Et c'est que oui, je comprends la difficulté. Donc l'harmonie, c'est ce qu'on doit essayer d'avoir. C'est ce que je disais aussi, l'harmonie, c'est pas évident. Je pense que franchement, là, vous avez un expert. Non, expérimenté. Non, je pense que Martin l'a mis dans un transparent avant. Il parlait de profiter des temps morts et de la victoire. Je pense que c'est là le problème, c'est-à-dire notamment pour les jeunes arbitres que je parle, avoir le courage de se dire la vérité. Parce que je vois assez souvent, quand je vais contrôler les arbitres, que quand il y a le temps mort, c'est un festival de se donner des accolades, des drapeaux, du match de bien, et tu vois que tout le monde est à pied derrière dans la salle. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense que là, oui, le premier arbitre dans la chef 3, et l'arbitre principal, l'arbitrage avec, a l'obligation de dire que pour l'instant, ça ne va pas très bien, il faudrait faire ceci, cela, et proposer des solutions. C'est la même chose, profiter des temps morts, on dit à lui, il y a beaucoup insisté la nécessité de la prévention, et il manque 2 minutes pour la fin du match, il y a le money time, c'est la phase cruciale pour tout le monde, c'est préparer mentalement. Là, j'ai vu que l'arbitre premier arbitre a une responsabilité de bien profiter de ces moments pour parler, pour se dire des choses. Bien sûr, c'est un peu comme les entraîneurs, il y a les entraîneurs et qui doivent finir sur les joueurs, et que c'est la même de bien désagréable pour le public. Quand tu vois un entraîneur qui vient sur les joueurs, et il dit, si, bande de connards, etc., ça ne va pas. Ça se répète, et toi, comme chef lourd, au secrétaire, tu dis, imbécile, bande de connards, tu vas l'appeler comme ça, il y a manière de le dire, mais il faut se dire les choses. C'est cacher la réalité de nous-mêmes qui a l'échec. Et là, c'est un conseil notamment pour les jeunes, ça veut dire que n'ayez pas peur de vous livrer la pensée, parce que si vous la cachez, ça va remonter à la surface. D'autres interventions? Pour moi, il y a 2 mots qui m'ont vraiment plus, c'est servir et l'unité. Ça correspond, à mon sens, complètement au rôle de l'arbitre. On est là pour servir, en toute humilité. Bien. Si vous permettez de rédiger ce que je pensais bien, gérer, c'est gérer. Ah,
arrêter. Ah oui. Oui, mais non, mais c'est vrai. En Belgique, là, on est sur le Québec. Mais c'est mieux, hein. C'est mieux. Ça, c'est sûr. Alors, on va être très bon.